Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons notre édition d'aujourd'hui, du lundi 26 juillet 2021, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons notre revue de presse avec le quotidien L'Orient le jour où nous lisons la secrétaire générale en exercice du parti au pouvoir, Gemanunu Kumba, va devenir la première femme à présider le Parlement du Soudan du Sud, plus jeune pays au monde qui a gagné son indépendance il y a 10 ans. Le président Salva Kiir, également président du SPLM, Mouvement de libération du peuple soudanais, a annoncé vendredi après-midi la nomination de Madame Kumba à la tête d'un Parlement récemment reconstitué. Madame Kumba a rejoint au début des années 90 les rebelles du SPLM dans la guerre civile qui les opposait à Khartoum. Elle a ensuite activement milité au sein du parti, puis a participé aux négociations de paix entre le SPLM et le gouvernement soudanais, alors dirigé par Omar el-Bashir. La secrétaire générale en exercice du parti au pouvoir, Gemanunu Kumba, va devenir la première femme à présider le Parlement du Soudan du Sud, plus jeune pays au monde qui a gagné son indépendance il y a 10 ans. Dalia Karam nous donne plus de détails. Les autorités libyennes ont entamé samedi une campagne de vaccination de proximité dans la capitale Tripoli face à la hausse rapide des contaminations au Covid-19 ces dernières semaines dans le pays. Pour cette campagne extraordinaire initiée par le ministère de la Santé, le président Salva Kiir, également président du Mouvement de libération du peuple soudanais SPLM, a annoncé vendredi après-midi la nomination du secrétaire général en exercice du parti au pouvoir, Gemanunu Kumba, à la tête d'un parlement récemment reconstitué. Gemanunu Kumba sera la prochaine présidente du Parlement, a déclaré le chef de l'État lors d'une assemblée générale du parti à Juba, la capitale. Née en 1966, Madame Kumba a rejoint au début des années 90 les rebelles du SPLM dans la guerre civile qui les opposait à Khartoum. Elle a ensuite activement milité au sein du parti, puis a participé aux négociations de paix entre le SPLM et le gouvernement soudanais, alors dirigé par Omar el-Bashir. Après l'indépendance en 2011, Madame Kumba a occupé plusieurs postes officiels, dont celui de gouverneur de l'État d'Équatoria occidental au sud-ouest du pays. Fin 2013, le pays a plongé dans une guerre civile opposant M. Kiir et Riek Machar, des ennemis jurés faisant en 5 ans plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. En application d'un accord de paix signé en 2018 entre M. Kiir et Machar, aujourd'hui président et vice-président au sein d'un gouvernement d'union nationale, le Parlement a été dissous puis reconstitué en mai dernier, passant de 400 à 550 législateurs. En son sein, 332 députés ont été nommés par M. Kiir, 128 par M. Machar et 90 par les autres partis signataires. Madame Kumba prend ainsi la tête d'une assemblée composée à près de 40% d'anciens membres du parti rebelle de M. Machar, le SPLM-IO. Le vice-président, qui n'a pas encore été nommé, sera également issu de ce parti. M. Kiir a appelé la nouvelle présidente et les membres du SPLM à se concentrer sur l'application de l'accord de paix, dont beaucoup d'aspects n'ont pas encore été mis en œuvre. Outre les défis politiques et économiques, le pays est actuellement confronté à sa pire crise alimentaire depuis l'indépendance, avec quelques 60% de la population souffrant de graves pénuries alimentaires, selon le Programme alimentaire mondial. Passons à France TV où nous lisons « La France a donné plus d'1 million de doses des vaccins AstraZeneca et Johnson », a annoncé le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. La Tunisie doit son salut à l'aide internationale. Selon des professionnels de santé, les dons provenant des pays européens et du Golfe, de Tunisiens et de la diaspora et de simples citoyens permettent aux pays confrontés à une forte vague de la Covid-19 d'éviter une catastrophe sanitaire
sanitaire. Le pays africain, qui a peiné à trouver les vaccins nécessaires avant que l'épidémie ne s'emballe en juillet, a désormais reçu 3,2 millions de doses, en large partie offertes et devrait dépasser les 5 millions d'ici la mi-août, selon le ministère de la Santé. Les habitants de Tripoli, mais aussi les Libyens étrangers de plus de 18 ans, sont incités depuis vendredi à se rendre dans les sites de vaccination indiqués. Face à la hausse rapide des cas constatés ces derniers jours, plus de 500 000 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne en avril. Dalia Karam nous donne plus de détails. Les autorités libyennes ont entamé samedi une campagne de vaccination de proximité dans la capitale Tripoli face à la hausse rapide des contaminations au Covid-19 ces dernières semaines dans le pays. Pour cette campagne extraordinaire initiée par le ministère de la Santé, des structures provisoires ont été déployées dans 6 quartiers de Tripoli. De longues files d'attente étaient visibles dès le matin devant les tentes blanches dressées la veille. Les habitants de Tripoli, mais aussi les Libyens et étrangers de plus de 18 ans sont incités depuis vendredi à se rendre dans un des sites indiqués munis de leurs papiers d'identité et dans le respect des mesures de précaution sanitaire, a indiqué un médecin superviseur mobilisé dans le centre-ville. Il a précisé que la campagne se poursuivrait tant qu'il y aurait des doses disponibles. Le 11 juillet, les autorités ont été contraintes de fermer cafés et restaurants ainsi que de suspendre les cours dans les universités et d'interdire les mariages et les rassemblements face à une augmentation des contaminations. Alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens ne dépassait pas les 400 depuis fin avril, une hausse rapide a été constatée ces derniers jours. Des chiffres records à l'échelle nationale de plusieurs milliers de nouveaux malades chaque jour, dû notamment à un plus grand nombre de tests ont été enregistrés. Depuis le début de la pandémie, la Libye, pays de quelques 7 millions d'habitants, où les infrastructures sanitaires ont été fragilisées par une décennie de conflits, a officiellement recensé 229 604 cas de contamination, dont 3 344 décès. Près de 500 000 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne en avril. Le groupe criminel qui avait enlevé début juillet 2021 121 adolescents dans un lycée du nord-ouest du Nigeria a relâché 28 nouveaux otages, mais 87 écoliers et lycéens sont toujours retenus. Le 5 juillet, des hommes armés ont envahi dans la nuit des dortoirs du lycée baptisé Bethel, situé à Chikun dans l'état de Kaduna, avant de kidnapper des pensionnaires âgés entre 10 et 19 ans. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements de masse d'enfants et d'étudiants commis dans le nord-ouest du Nigeria par des groupes criminels organisés. Et passons à France TV où nous lisons, suite à la condamnation et l'emprisonnement en juillet de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma pour outrage à la justice, le pays sombre dans une violence destructive et meurtrière. 2 régions sont principalement touchées, le KwaZulu-Natal et Johannesburg, avec des milliards d'euros de dégâts et 337 morts. Le bilan est très lourd. Le 22 juillet, une autorisation de sortie exceptionnelle a été accordée au prisonnier pour assister aux funérailles de son frère. En 2018, soupçonné d'être impliqué dans de nombreuses affaires de corruption, le président sud-africain Jacob Zuma est obligé de démissionner de ses fonctions. La ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, également présidente exécutive de l'Autorité du développement des petits et moyens projets, Nivin Gema, a affirmé que l'Égypte adoptait de larges ambitions pour entreprendre une coopération économique et d'investissement avec les pays d'Afrique. Dans un communiqué publié samedi dernier, Gema a fait savoir que le président Abdel Fattah el-Sisi avait demandé d'ouvrir tous les dossiers économiques et de participer avec toutes les expériences de l'Égypte afin de promouvoir l'action conjointe dans les divers domaines de développement économique et social afin de réaliser une complémentarité économique et d'élargir
ouvrir l'échange commercial de manière à tirer profit des ressources du continent pour parvenir à un développement durable en faveur de tous les pays africains. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur l'action africaine conjointe. Bonjour, docteur Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Durant les dernières années, les relations Égypte-Afrique ont connu un essor sans précédent. Veuillez tout d'abord nous jeter la lumière sur la coopération économique en cours entre l'Égypte et les pays africains. Après notre retour vers l'Afrique, sous les directives du président, il y avait je répète, des directives pour promouvoir les relations et politiques et particulièrement économiques avec tous les pays africains. Et c'est justement ce que l'Égypte a fait dans les dernières années, entre autres le Sud-Soudan, certainement. Et non seulement c'est disons, une coopération et un échange économique, mais encore, comme vous avez dit, c'est une sorte d'intégration. Il y a des usines, des boîtes égyptiennes, des compagnies qui exécutent des projets assez grands dans beaucoup de pays africains. Il y a des directives pour augmenter les investissements africains, égyptiens, je m'excuse, dans les pays africains. Et certainement, l'Égypte ne tarde jamais à offrir à ses collègues africains tous les aides dont ils ont besoin pratiquement dans tous les domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait demandé d'ouvrir tous les dossiers économiques. Quels sont ces dossiers? Si on parle de l'Afrique en général, on ne finira plus parce que nous parlons export de divers produits agricoles, industriels, etc., etc. Nous parlons de export de know-how, l'expertise égyptienne, d'expertise, tout. C'est-à-dire, sur le plan égyptien, on offre toutes nos ressources et toutes nos capacités pour aider les pays africains à base d'intérêts et bénéfices communs. Donc ça, c'est on parle généralement de tout. Télécommunications, je ne veux pas mentionner parce que probablement je vais oublier, mais particulièrement dans tous les domaines. Si on parle du Sud-Soudan, justement, étant donné que Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce a quitté ce matin pour Juba, je pense qu'avec le Sud-Soudan, les relations sont très fortes. Malheureusement, l'échange ne dépasse pas les 700 millions, ce qui est très bas. Donc les directives sont augmentées, ceci. On s'arrête jusqu'à présent à quelques produits alimentaires, peut-être agraires, etc. Mais on veut certainement augmenter les échanges économiques et offrir tous les produits égyptiens au marché du Sud-Soudan, étant donné que la qualité est acceptable et aussi les prix sont raisonnables. Oui. Et il y a justement une exposition qui prend lieu maintenant au Sud-Soudan pour offrir tous les produits égyptiens au marché du Sud-Soudan. Oui. La participation du secteur privé aux projets d'infrastructure en Afrique est-elle importante et pourquoi? Le président a mentionné ça à plusieurs reprises, que le secteur privé est un partenaire très important dans le développement en général. Et il peut représenter jusqu'à 70-75% du développement. Donc, la présence de ce secteur en Afrique est une chose
impérative, ce qui a déjà pris lieu, c'est-à-dire il y a beaucoup de sociétés privées qui exécutent des projets partout en Afrique et leur présence représente une valeur ajoutée à l'économie égyptienne et ça rend service au peuple et au gouvernement de ce pays. Selon vous, comment promouvoir l'action africaine conjointe dans les divers domaines de développement économique et également social? C'est-à-dire, nous sommes sur la bonne voie d'achever d'ici une quarantaine d'années une Union africaine complète. Donc on doit déjà commencer par des pas. Et on a fait ça et c'était justement les directives du président, comme vous l'avez dit, de s'ouvrir complètement sur l'Afrique. Nous avons vu des accords qui ont été signés durant le cours de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine et nous avons vu des développements sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social même et sur le plan médical, justement avec le Covid-19 et les assistances et les aides que l'Égypte a offert et offre toujours pour les pays africains, c'est-à-dire ce sont des directives, nous devons bouger vers le marché africain qui représente, comme je viens de dire, un marché très ambitieux pour les produits égyptiens. Et justement, si on exporte encore notre technologie, ça va aider les pays africains à se développer d'une manière comme vous l'avez dit, un pays complémente l'autre et pour achever une intégration complète d'ici quelques années. Et les efforts d'Égypte pendant la présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019 se sont focalisés sur la relance de la complémentarité économique continentale. Comment y parvenir à cette complémentarité? Je veux mentionner que ce n'était pas justement seulement économique, mais nous avons vu l'autonomisation de la femme en Afrique. Nous avons vu l'importance qui a été donnée aux entrepreneurs, surtout les jeunes. Les jeunes, oui. Exactement, et qui représentent justement le futur du continent. Et ça veut dire l'exploitation des ressources qui existent en abondance dans tous les pays africains et par la main-d'œuvre africaine, au lieu que justement ces ressources soient exploitées par des étrangers. En plus, on n'exporte pas ces ressources comme brutes, comme matière première, mais il faut se complémenter d'une manière à ajouter une valeur et transformer ces ressources en produits semi-finis ou finis pour justement ajouter une valeur et bénéficier encore plus. Docteur Raouf Ghaffar, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Mesdames et messieurs, merci à vous et bonne journée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV et bonne journée. Au revoir.